Ce sont les forêts. Les forêts, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment de la biodiversité, on en parlait un peu ce matin, c'est de la biomasse. Ce sont des puits de carbone, pour ceux qui s'intéressent au climat. Ce sont des molécules pour la pharmacie, la chimie verte. Vous mesurez bien que protéger et préserver ces forêts représente un enjeu absolument capital. J'appelle François Houillet, qui est président de l'INRA, et président également de l'Alliance nationale de recherche pour l'environnement. J'ajoute que vous avez également présidé l'Institut forestier européen, les forêts au cœur d'enjeux globaux. On vous écoute. Merci. Écoutez, bon après-midi, bonjour. Merci à Daniel Nahon de m'avoir fourni l'opportunité d'être présent aujourd'hui, à la fois pour pouvoir vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, même si je ne travaille pas quotidiennement dessus, parce que j'ai quelques autres occupations, puis pour m'avoir permis d'écouter ce remarquable exposé. Et je crains de ne pas être tout à fait à la hauteur de la stimulation qui nous a été proposée, mais en tout cas, voilà, j'espère avoir beaucoup appris. Alors, dans mon exposé, j'ai l'intention en fait de vous parler de 5 choses sur les forêts. Je ne pense pas que je traiterai de la totalité des enjeux qui sont liés aux forêts. J'ai envie de vous parler un petit peu du mot service, des services qui sont rendus par les forêts, parce que c'est un terme qui a apparu dans les 15-20 dernières années, alors qu'usuellement les forestiers parlaient de fonction. Je vais vous parler un petit peu aussi de transition, parce qu'on parle de transition forestière. On parle de beaucoup de transition aujourd'hui, mais il y a une notion de transition forestière. Je vous parlerai un petit peu d'agriculture et climat, plutôt sous l'angle de l'adaptation que sous l'angle de l'atténuation et du stockage de carbone, même si j'en dirai un mot rapidement. Et puis je vous parlerai de biomasse, parce que c'est un enjeu essentiel. Et puis à la fin, éventuellement, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile aujourd'hui, 2-3 mots sur les orientations de recherche qu'on peut avoir dans ce domaine. Alors, sur les services, je voudrais commencer par dire que les forestiers, traditionnellement, mais depuis très longtemps, utilisent le mot fonction. Il y avait la fonction de production des forêts, il y avait la fonction de protection, notamment contre les éboulements, les avalanches, puis il y avait une fonction sociale. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on n'utilise plus ce terme de fonction. On utilise maintenant un terme qui est celui de service. Alors ces services, on les utilise pas seulement pour les forêts, on les utilise pour tous les types d'écosystèmes. Et ils renvoient en gros à 4 grands types. Il y a les écosystèmes peuvent produire des biens matériels. Par exemple, les forêts produisent du bois. Les écosystèmes peuvent réguler des choses qui sont importantes pour la société. Et les forêts régulent, par exemple, la qualité de l'eau et les débits d'eau. Les forêts, les services en question peuvent être des services qui touchent à la culture, et il y a une dimension paysagère, culturelle dans les forêts qui est essentielle. Et puis les services peuvent aussi être de support au fonctionnement général de la biosphère, et la biodiversité par exemple est quelque chose qui est très lié aux forêts. Et je voudrais juste, c'est une réflexion qui m'est venue en préparant cet exposé, et ça fait 2-3 fois que je me pose la question, pourquoi diable n'utilisons-nous plus le mot fonction, et sommes-nous passés à ce mot-là, ou qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut voulu dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il y a une forme d'explicitation ou de réexplicitation qui a été apportée. Et vous voyez ici la diversité potentielle de tous ces services, et on pourrait les décliner plus finement que ce que je ne l'ai fait sur la partie forestière. Il y a eu aussi une notion d'élargissement. On ne parlait pas, quand on parlait des fonctions usuelles des forêts il y a une trentaine d'années, la biodiversité n'était pas un concept fortement utilisé. Et donc il y a bien eu en même temps un élargissement. Il y a par ailleurs eu cette idée, à un moment, derrière le mot service, il y a l'idée qu'à un moment ou un autre, peut-être qu'on les rémunérera. C'est pas certain, mais en tout cas cette question est maintenant posée. La question par exemple de la rémunération de la qualité de l'eau, enfin des forêts au titre de la qualité de l'eau produite, est une question qui dans certains endroits est traitée, par exemple autour de la ville de Munich. Et puis dernier point, il y a une question d'échelle. Quand les forestiers parlaient de fonction, en gros c'était à l'échelle de la parcelle, de l'hectare. Là, sur certains des services qu'on va évoquer, la production de bois, effectivement, elle est multi-échelle, elle est locale, sur un hectare, sur une parcelle, sur un morceau de forêt. Mais quand on va parler de biodiversité, c'est certainement pas quelque chose qui est une vertu qui se résume à une vertu qui soit locale. J'ai voulu aussi insister dans cette petite partie liminaire sur les services, parler de quelques éléments qui sont parfois méconnus. Alors évidemment, les forêts produisent du bois, le bois supporte une activité économique, mais ce qui est important, c'est d'avoir une idée du fait qu'il y a des gens qui travaillent en forêt. Il y a en gros une petite quinzaine de millions de personnes qui vivent directement des forêts dans le monde, et il y en a sans doute une quarantaine de millions qui sont dans un secteur informel qui tourne autour des forêts.
Si vous aviez les mêmes chiffres sur l'agriculture, ce serait considérablement supérieur, un facteur 20 à 30. Donc les forêts, finalement, sont sont très importantes en surface à l'échelle du globe, mais n'emploient pas ou sont moins employantes que le monde agricole. En revanche, si vous regardez, j'ai écouté Jean-François Münster ce matin nous parler des énergies renouvelables rapidement, et je souscris au diagnostic qu'il portait. Si vous regardez la question de l'énergie, ce que certains appellent à la FAO la dendroénergie, en gros, c'est les énergies dérivées de la biomasse forestière, est souvent la seule source d'énergie qui soit disponible, et dans un certain nombre de pays ou de grands continents, notamment en Afrique, plus du quart de l'approvisionnement total en énergie primaire vient en fait de la ressource ligneuse. C'est pour le coup absolument considérable. Les pays développés, ils recourent donc aussi par ailleurs de plus en plus au titre de l'indépendance qu'ils veulent avoir par rapport aux énergies fossiles. Et il y a un certain nombre de pays, par exemple les pays scandinaves, donc, qui sont effectivement dépendants sur ce sujet de la ressource forestière. Autre élément, les produits forestiers concourent à un moment ou à un autre à la sécurité alimentaire et à la santé. Il y a à peu près un tiers de l'humanité aujourd'hui qui cuit ses aliments avec du bois, en brûlant du bois. C'est quand même quelque chose qui est considérable. Ce n'est plus dans notre culture ici en France, ça n'est plus tout à fait dans notre esprit. Il y a plus de 700 millions qui apparemment font bouillir l'euro avec du bois et qui donc assurent la qualité de l'euro grâce à cela. Donc je pense qu'il faut avoir en tête ces différentes dimensions-là quand on parle des services qui sont rendus par la forêt, au-delà de la diversité de ceux que j'évoquais au tout début. Alors, je voudrais ensuite parler, dans un deuxième temps, de transition. Alors, j'ai retrouvé cette citation que j'aime beaucoup de Vico qui dit « Les choses se sont succédées dans cet ordre, ou dans l'ordre suivant. D'abord les forêts, puis les cabanes, les villages et les cités, et enfin, où nous sommes aujourd'hui, les académies d'une certaine manière. » Et c'était dans un ouvrage qui s'appelait la science nouvelle, qui a été repris après par Harrison. Alors les transitions, pourquoi est-ce que je souhaite en parler? Nous sommes dans un contexte, alors c'est très vrai dans le monde agricole, mais c'est vrai aussi dans le monde forestier, de transitions qui sont multiples. Alors je reviendrai tout à l'heure sur la question des changements climatiques par rapport à la forêt, la question de l'érosion, de la dégradation de toute une série de ressources naturelles, l'eau, la biodiversité, le sol, la question de la croissance démographique et de l'urbanisation qui a forcément un impact sur les milieux forestiers, ne serait-ce que par le fait que nous avons à notre disposition beaucoup moins d'hectares de forêt par tête d'habitants sur la Terre que nous en avions il y a quelques années, ce qui n'est pas tout à fait la même chose si par exemple on regardait ça en kilocalories produits par habitant. On a toujours été capable en gros de monter ce nombre de kilocalories produits par habitant, mais les surfaces forestières par habitant n'ont pas changé. Transition énergétique qui a forcément un impact sur les forêts, puisqu'à un moment ou à un autre, vous voyez une partie de la biomasse est utilisée pour cet usage. J'ai mentionné de façon très légère la question de la transition nutritionnelle et des comportements alimentaires. Ça peut paraître loin des questions forestières, mais à la fin, le fait que nous ayons besoin de surface ou de rendement dans le monde agricole se traduit par des substitutions de terre, et ces substitutions de terre finissent par affecter les forêts, et j'y reviendrai, si j'en ai le temps tout à l'heure, dans ma conclusion. Et donc effectivement, les forêts sont affectées par ces différentes crises. Dans le monde de la sécurité alimentaire, il y a quelques années, le chief scientist britannique Beddington avait parlé de a perfect storm scénario pour la sécurité alimentaire. Mais on peut imaginer aussi qu'il y ait dans le domaine forestier, effectivement, conjonction à un même moment de toute une série de pressions qui s'exercent, et qui s'exercent notamment à travers la question de l'usage des terres. Alors, il y a toute une série de travaux qui sont conduits pour essayer de voir comment les forêts se dégradent ou comment elles disparaissent. On commence à disposer aujourd'hui d'outils à peu près homogènes pour faire ça à l'échelle de la planète de manière à peu près systématique et puis cohérente entre les différents pays. Ça fait longtemps que la FAO produit des statistiques sur la dégradation des forêts ou la déforestation, mais il n'y a que depuis peu de temps qu'on arrive à produire des cartes de ce type-là, en l'occurrence qui ont été produites par des collègues nord-américains de l'Université du Maryland, qui travaillent par ailleurs en association avec Google, mais qui ont été capables de produire donc d'une part une carte ici du couvert forestier, ici une carte des gains de surface forestière parce qu'il peut y en avoir, et puis ici une carte des dégradations.
des disparitions de surface, mais ça fait que assez peu de temps qu'on est capable de produire quelque chose qui soit homogène à l'échelle du globe et qui permet ensuite, vous pouvez trouver ce genre de carte-là directement sur Internet, donc vous pouvez, je ne sais pas si ce sera ce que disait Pierre-Marie Liédot tout à l'heure, on pourrait suivre la dégradation des forêts presque en ligne avec ce genre de système, pas tout à fait, mais en tout cas on pourrait le suivre beaucoup plus facilement. Alors les estimations de dégradation et de déforestation des forêts restent quand même variables. En gros, les forêts ont perdu sur une douzaine d'années, dans la période récente, 150 millions d'hectares. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, c'était un sujet qui était majeur, on en parlait régulièrement. On en parle moins, on continue d'en reparler de temps en temps, mais on en parle moins qu'il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Cette perte de surface est en fait le solde entre une perte en général de forêts qui sont pour la plupart des forêts qu'on pourrait qualifier de primaires, si tant est qu'il y ait des forêts complètement primaires, et puis d'autre part, un gain de surface forestière par notamment des plantations. Un pays comme la Chine a une politique très active de reboisement, et d'autres pays comme le nôtre, d'ailleurs, sont des pays dans lesquels les surfaces forestières sont en train d'augmenter. Un des points qui n'est pas bien traité actuellement par toutes ces statistiques, et j'étais en Inde la semaine dernière, c'est la question de la dégradation. Les forêts indiennes n'ont pratiquement pas bougé en surface. Et la statistique est produite tous les 2 ans, elle est suivie régulièrement, les gens travaillent bien, mais ce qui définit un couvert forestier, c'est qu'en gros les arbres font plus de 5 mètres de haut et que la densité du couvert est supérieure à un certain pourcentage de 10, 20 ou 30%. Bon, les définitions peuvent changer selon les pays. Vous remplacez une forêt des Ghats occidentaux le long de la côte ouest de l'Inde, vous la remplacez par une plantation de café sous couvert, avec un couvert à 40%, ça reste une forêt en termes statistiques, mais vous avez quand même sensiblement modifié, peut-être à juste titre, c'est pas ça le sujet, mais sensiblement modifié la nature de ces forêts. Et puis il y a des évolutions qui existent actuellement. Les travaux qui ont été faits par Hansen montrent bien, par exemple, que le Brésil, qui a été fréquemment et qui reste un pays dans lequel il y a de fait une réelle déforestation, est un pays qui a fait des efforts, alors que simultanément, c'est-à-dire que là, c'est les taux de déforestation que vous observez, alors que d'autres pays, comme l'Indonésie, voient actuellement leur niveau de déforestation s'accroître. Alors la situation est effectivement et radicalement différente en France. En 1747, Louis XV avait missionné un géographe qui s'appelle Cassini pour établir une carte générale de la France, alors sur une zone qui n'était pas tout à fait la France actuelle, mais pratiquement. Et donc Cassini a produit cette carte qui permettait en gros d'estimer la surface forestière à l'époque à autour de 7,5 millions d'hectares. Elle est aujourd'hui de 16 millions d'hectares, un peu plus de 16 millions d'hectares, la forêt française, et qui a permis donc d'avoir une première cartographie. Alors on s'est amusé, il y a un de mes collègues à l'INRA, Jean-Luc Dupouet, qui a avec le WWF renumérisé cette carte, qui nous permet aujourd'hui d'accéder à des choses qui sont assez intéressantes, par exemple la notion de forêt ancienne. Où y a-t-il en France des forêts qui aient plus de 200 ans? Nous avons maintenant accès à cette information grâce à ce travail de numérisation qui a été conduit aussi en lien avec l'IGN, et qui est un travail, moi, que je trouve particulièrement intéressant. Ce qui est présenté ici sur la droite de la diapositive, et c'est ça qu'on appelle en général transition forestière, c'est ce paradoxe qui veut que dans la plupart des pays développés, ou au cours de leur développement, il y a en général au départ des croissances démographiques qui se traduisent par des pertes de surface forestière. Mais que, dans les phases de développement que nous connaissons depuis quelques siècles, notamment de développement industriel, il y a concomitance d'un accroissement de la surface forestière et d'un accroissement de la population. Et c'est un phénomène qui est observé à peu près dans l'ensemble du monde. Et si vous regardez aujourd'hui la politique, par exemple, chinoise en matière de reboisement, vous pouvez vous dire que les Chinois sont en train d'essayer d'emprunter cette voie, après ne pas forcément l'avoir empruntée dans une période antérieure. Et donc cette notion de transition forestière est une notion intéressante qui pointe un certain paradoxe. Et donc effectivement, les forêts françaises ne sont pas du tout dans le schéma général que j'ai évoqué tout à l'heure de déforestation globale au niveau de la planète. Les forêts françaises sont dans un schéma d'accroissement progressif de l'ordre de 80 000 hectares par an,
Alors ce schéma d'accroissement progressif, il s'est fait notamment aux dépens de l'agriculture, que ça a été par reboisement actif après la Seconde Guerre mondiale, ou que ça a été par déprise agricole dans un deuxième temps. On peut se poser la question de savoir si on est à la fin de cette transition, parce qu'on a l'impression que les 80 000 hectares que j'évoquais, ou 90 000 hectares que j'évoquais en moyenne sur la période 1980, 2013 ou 2010, sont plutôt en train aujourd'hui de passer à de l'ordre de 40 000 hectares. Donc en tout cas, une situation qui est au niveau national complètement différente de la situation mondiale. Je parlais très peu de biodiversité dans cet exposé, simplement pour dire que, évidemment, la question de la biodiversité est une question qui est essentielle dans le monde forestier, mais elle est très contrastée. Je peux raconter ça sous forme d'anecdote. J'étais à Nancy jusque dans les années 90, et un jour je suis parti en Inde. Je travaillais à Nancy, j'étais à l'ENGREF, école qui s'occupe des eaux et des forêts. Je travaillais dans un laboratoire associé à l'INRA. Nous ne parlions pas de biodiversité. Je suis arrivé en Inde, on parlait de biodiversité. Et le concept de biodiversité, il est quand même dans une large mesure né des inquiétudes qu'on a eues sur les écosystèmes forestiers ou sur toute une série d'écosystèmes. Alors, cette question de biodiversité, c'est donc quand même un concept qui s'applique de façon massive, qui est apparu, notamment, je dirais, dans le monde tropical. Alors évidemment, la situation française, elle est très contrastée selon que vous êtes sur le territoire national, puisqu'ici, vous avez une carte de la diversité spécifique du nombre d'arbres, d'espèces forestières que vous trouvez, donc entre 1, 2, 3 et 4 ou plus. Et donc la forêt française, qui est une des plus diverses de l'Europe, est une forêt qui est évidemment très peu diverse globalement, avec seulement une centaine d'espèces d'arbres forestiers autochtones ou introduits. Si vous allez en Guyane, et on a eu des travaux récemment qui ont été conduits, vous avez une situation qui est absolument radicalement différente. Des collègues qui ont étudié ici de l'ordre d'un millier de parcelles de 1 hectare, donc c'est un réseau international, ont été capables de dire que dans le bassin amazonien, il y avait de l'ordre de 160 000 espèces d'arbres, et dont 227 faisaient l'architecture, mais dont 11 000 ne représentaient que moins de 1%, ou à peu près 1% des 390 milliards d'arbres qu'il y a dans le bassin amazonien. Donc une situation qui est effectivement très contrastée quand on parle de biodiversité. C'est un sujet qu'on étudie d'une certaine manière en matière forestière de façon plus approfondie sur les sols, ou alors quand on va en milieu tropical. Parler de 2-3 mots maintenant sur la question du changement climatique, en parlant d'impact, d'atténuation et puis d'adaptation. Alors, sur le changement climatique, je ne vais pas commenter, vous avez dû avoir un exposé hier, donc c'est un fait, il y a différents scénarios, et évidemment, les forêts en tant qu'écosystème, avec à la fois des arbres, mais avec aussi une faune sauvage, avec une microflore, sont nécessairement affectées. Et les forêts sont d'autant plus affectées que la mobilité, tout à l'heure vous parliez, monsieur Pierre-Marie Liédot parlait du changement, mais les forêts changent, mais les arbres ne se déplacent pas si rapidement que cela. Donc il y a une dimension pérenne qui rend la situation un peu plus particulière, par exemple, que dans le monde agricole. Alors, les changements qui peuvent affecter les forêts concernent à la fois des phénomènes de dépérissement, j'en dirai un mot, potentiels, qu'on peut éventuellement anticiper, concernent la question des aires de répartition des espèces, mais que ces espèces soient les espèces forestières elles-mêmes, ou que ce soit des espèces qui sont associées, des auxiliaires, des parasites, des bioagresseurs, des insectes, tout est susceptible de bouger à partir du moment où les températures, où la pluviométrie évolue. Il y a des risques qui sont pointés par le GIEC d'émissions accrues de gaz à effet de serre et donc de renforcement du changement climatique. Et puis il y a surtout, mais comme sur toutes les questions de changement climatique, des cascades d'effets qui sont potentiellement présents. Alors je vais je vais présenter 2-3 éléments qui sont à certains égards anecdotiques, mais qui traduisent bien la situation parfois paradoxale dans laquelle on peut se trouver. Dans les années 80, rappelez-vous, nous parlions de dépérissement des forêts. Le changement climatique était à l'œuvre. Il existait déjà. Il ne date pas de 2000 et du 4e ou du 5e rapport du GIEC. Mais il n'était pas dans nos esprits. Ce qui était frappant à l'époque, ce qui nous avait beaucoup perturbé, c'était cette question du changement climatique qui avait généré des très très grands programmes de recherche. Un des résultats paradoxaux des grands programmes qui ont été conduits sur le changement climatique, ça a été le résultat que vous voyez ici.
Je me souviens d'un collègue qui s'appelait Michel Becker, qui était un de ceux qui travaillaient sur cette question du dépérissement et qui avait donc prélevé sur des arbres des carottes de ce type-là, donc des petits cylindres de bois allant jusqu'au cœur sur lesquels on peut relire la croissance de l'arbre tout au long de sa vie, et qui avait récupéré comme ça des centaines, voire des milliers d'échantillons. Il avait commencé sur le sapin, ce qui sera montré après sur le hêtre. Et en 1989, en décembre 89, je me souviens d'un séminaire où il nous dit « mais j'ai un résultat paradoxal ». Alors, il ne s'était pas cette courbe-là, puisque ça, c'est le hêtre, et qu'à l'époque, c'était le sapin. Mais les forêts, certes, ont dépéri, elles vont mieux, mais la croissance est absolument incroyable par rapport à tout ce qu'on aurait pu imaginer jusqu'avant. Donc au début, on n'a pas voulu le croire. Hein. Je vous dis simplement que tout le monde a défié les résultats de Michel Becker. Donc ils ont été reproduits du sapin à l'épicéa, de l'épicéa au hêtre et à d'autres espèces. On s'est posé des questions sur les causes, de savoir si c'était lié... Alors pour le coup, on a commencé à invoquer la température, les taux de CO2 qui augmentaient. On s'est ensuite posé la question de changement de sylviculture. On ne conduit pas les forêts en 2000 comme on les conduisait en 1850. Les peuplements sont aujourd'hui à certains égards plus ouverts qu'ils ne l'étaient en 1850. Donc la sylviculture n'est pas la même. On s'est posé la question des dépôts atmosphériques d'azote. On va se poser toute une série de questions. Toujours est-il que ce qui a été observé, c'est qu'effectivement, sur cette espèce-là, comme sur d'autres, et pour l'ensemble de l'Europe, il y a un accroissement spontané de l'accroissement des arbres forestiers. Alors pas forcément, ne retenez pas qu'on passe du niveau 80 au niveau 160 et que ça a été multiplié nécessairement par 2. C'est pas ça le sujet. Mais il y a eu cette évolution qui est une évolution très significative. Alors on s'est d'ailleurs posé des questions, on s'est dit mais c'est certainement parce que le travail a été fait sur la croissance radiale des arbres, mais la hauteur c'est un indicateur bien meilleur. Donc on a refait le même travail avec des travaux assez sophistiqués pour essayer de voir dans le nord-est de la France, toujours sur le hêtre, trouver des paires de peuplements de hêtres qui pousseraient sur le même milieu forestier, mais qui n'auraient pas le même âge, qui auraient donc 50 ans ou 60 ans d'écart, de telle manière qu'on puisse reconstruire la manière dont ils ont poussé, mais qu'il y ait des formes de recouvrement, puisque vous voyez bien que quand on a des questions comme ça de transition et de changement, il faut arriver à décorréler l'âge du temps. Toujours est-il, je ne vais pas rentrer dans les détails, qu'en gros, les courbes classiques de croissance des forêts, c'est celles qui étaient ici repérées du hêtre, qui étaient repérées en pointillés, et que pour des arbres qui seraient nés en 1900, la courbe réelle, c'était celle-là, elle était plus raide, et que s'il faut maintenant l'appliquer à des arbres qui naissent en 2000, eh bien, ces courbes de référence sont encore plus tendues et plus élevées. Et donc, il y a bien un changement climatique, pas un changement climatique, il y a un changement de productivité qui est à l'œuvre, et qui a été confirmé au niveau européen par toute une série de grands projets. Il y a des éléments climatiques dans ce changement, très clairement. Mais il y a aussi des éléments qui sont liés aux dépôts azotés, et ça peut être montré en étudiant des variations régionales entre zones. Et puis il y a aussi quelques éléments qui sont liés à la sylviculture et parfois même au progrès génétique, mais dans le cas du sapin, c'était certainement pas le sujet. Alors, autre sujet qui, lui, est plus directement lié au climat, c'est... alors, si je vous ai montré l'exemple précédent, c'est pour vous garder en tête que tout changement que nous observons aujourd'hui n'est pas nécessairement lié au climat. Et nous avons parfois tendance à lui attribuer cette vertu-là. Les dépôts azotés sont, en l'occurrence, notamment sur le hêtre dans le nord-est de la France, un des effets majeurs. Alors après, il y a eu des travaux qui ont été conduits et qui continuent d'être conduits sur les aires de répartition des espèces. Bon, ce sont des choses qui sont calculées de façon assez simple. Hein. On regarde la fréquence d'une espèce en fonction du pH du sol, de la température, de l'exposition, de la pluviométrie. Puis on obtient comme ça une sorte d'enveloppe statistique de sa présence. Et puis nos collègues à l'époque, dans les débuts des années 2000, ont translaté ces aires de répartition en les couplant au schéma qui sortait soit du CEA, soit de Météo France, aux prédictions climatiques. Alors ces aires de répartition ont beaucoup fait jaser, mais elles avaient l'avantage d'être une manière de traduire de façon simple et certainement erronée par rapport à ce qui se passera, mais de traduire de façon simple l'impact potentiel du changement climatique. Donc vous l'avez ici sur deux espèces, une qui pourrait être chère au cœur méditerranéen, et puis une autre qui est celle, le hêtre que j'ai déjà évoqué. Et on voit bien qu'il y a des évolutions qui sont particulièrement sensibles, en tout cas
en termes d'aire de répartition calculée comme je viens de l'évoquer. Autre aire de répartition qui évolue, et ça c'est parfaitement bien documenté, ce que je vous montre là, c'est pas une simulation, c'est l'aire de répartition d'un ravageur. La processionnaire du pain est en train, donc cette chenille que vous voyez là, est en train de remonter progressivement. Et on voit ici la recolonisation ou la colonisation de la France par la chenille processionnaire du pain de 1979 à 2011. Outre le fait qu'elle pose quelques problèmes à la production et aux arbres qui sont susceptibles de dépérir in fine, elle pose aussi des problèmes de santé qui sont tout à fait significatifs. Et donc, sous changement climatique, je le redis, ce n'est pas seulement les arbres qui sont affectés, c'est l'ensemble de l'écosystème et les différentes espèces et les différentes communautés qui sont présentes ne sont pas nécessairement synchronisées dans les modifications qui peuvent intervenir. Alors, un des points particuliers, une des questions particulières que posent ces sujets de modification d'aire de répartition, c'est que on peut envisager de s'adapter de différentes manières. On peut envisager de s'adapter par la migration. S'il fait demain un climat moins favorable pour la culture du blé, nous savons déplacer les variétés de blé ou le blé ailleurs en France. On discutait l'autre jour avec un semencier, il me disait qu'on plantait actuellement dans le nord de la France des variétés de maïs qu'il ne connaissait que dans le sud-ouest il y a, au début de sa carrière, il y a une trentaine d'années. Donc il y a bien, on sait déplacer des choses de ce type-là au niveau de l'agriculture. En matière forestière, les vitesses de migration naturelle qui sont représentées ici, donc en kilomètres par décade, de différents taxons, vous avez ici les arbres forestiers, les vitesses de migration ne sont pas nécessairement tout à fait compatibles avec une adaptation facile et commode des systèmes forestiers, d'autant plus qu'il y a toute une série de fragmentations des paysages qui pourraient l'empêcher. Donc on se pose ensuite donc des questions d'adaptation ou d'acclimatation, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher des espèces nouvelles qu'on mettrait dans des endroits mieux adaptés, ou des variétés ou des génotypes particuliers mieux adaptés de la même espèce. Et puis on peut aussi se poser des questions d'adaptation génétique. Alors tout ça débouche sur toute une série de travaux, dont certains ont pu être d'ailleurs observés dans la presse. Bon, des travaux qui montrent qu'aujourd'hui, il y a, je crois, sur 200 à peu près espèces, un peu plus de 200 espèces qui avaient été identifiées dans 80 sites. Vous avez à peu près 70% de ces espèces qui sont dans une zone de vulnérabilité hydraulique. Les arbres conduisent de la sève et quand il y a un phénomène de stress hydrique, vous avez un petit risque d'embolie, de cavitation. Eh bien, à peu près 70% des espèces qui sont pas dans cette situation de risque extrême, mais qui sont proches de cette limite de cavitation dans tous les milieux. Dans les milieux secs, aussi bien que dans des milieux qui sont actuellement humides. Donc, si bien que tous les milieux sont susceptibles d'être affectés. Et la raison pour laquelle tous les milieux sont susceptibles d'être affectés, c'est parce que toutes les espèces se sont adaptées à ces milieux-là. Et donc, si ces milieux changent, et si l'environnement change, eh bien, elles seront aussi concernées. Puis la biodiversité est en général réputée comme étant un atout. Des travaux récents ont montré qu'effectivement, ça pouvait être un atout pour être plus résistant à la sécheresse, mais pas dans tous les environnements. Et donc, il peut arriver que ça ne soit pas efficace. Ça n'est jamais défavorable, mais ça peut ne pas être efficace. Et puis il y a aujourd'hui toute une série de travaux qui sont menés qui permettent grâce à des travaux donc utilisant la connaissance des génomes, de pouvoir identifier les mutations naturelles qui sont les mieux adaptées ou qui déterminent l'adaptation, en l'occurrence du pin maritime, qui est donc une espèce qui couvre à peu près 4 millions d'hectares dans le sud-ouest de l'Europe. Et donc on est aujourd'hui en situation de pouvoir comprendre quels sont les critères d'adaptation du pin maritime et de ses différents génotypes à la sécheresse. Et on est aussi en situation, potentiellement après, d'aller repérer les bonnes variétés et d'aller les installer si jamais, effectivement, le climat sèche dans les années qui viennent. Alors, les forêts sont par ailleurs un puits de carbone, je ne dirais pas beaucoup plus que cela, qui est un puits important. Et c'est un puits qui a l'avantage d'être à la fois temporaire pour la partie biomasse aérienne,
temporaire aussi pour les produits qui peuvent en être dérivés, et puis qui est un puits qui est pérenne par la partie sol. Il faut avoir en tête que dans la période récente, les forêts européennes, mais c'est vrai aussi des forêts françaises, ont contribué au stockage de CO2 en Europe. Je terminerai peut-être avec quelques mots sur des sujets donc relatifs à la biomasse, avec une interrogation qui est actuellement une interrogation un peu importante. Dans un contexte où les forêts sont à la fois utiles pour produire de la biomasse qui est utilisée pour alimenter des filières, dans un contexte où les forêts sont aussi utiles, ou potentiellement utiles demain, pour produire des molécules, ça a été évoqué, pour produire de nouveaux matériaux, pour produire éventuellement des biocarburants de deuxième génération, puisqu'il y a des projets qui opèrent sur ces sujets. Donc dans un contexte où on a intérêt à mobiliser la ressource forestière, mais où en même temps c'est une ressource qui permet de stocker du carbone, la question se pose de savoir s'il faudrait augmenter la production des forêts françaises. Et donc l'Institut géographique national, qui a maintenant récupéré l'inventaire forestier national, a commencé à faire des prospectives pour regarder ce qui se passerait selon qu'on est sur un scénario tendanciel. Et à ce moment-là, le puits de carbone forestier français continue de s'accroître, c'est-à-dire que les forêts continuent à stocker du carbone, ou si on avait une sylviculture plus dynamique, auquel cas, eh bien, on déstockerait, plutôt, le puits continuerait d'exister, mais il serait moins fort que dans la période antérieure. Et je terminerai donc juste sur ces éléments-là pour que vous gardiez en tête quelques éléments, alors qui sont plutôt français qu'internationaux, puisque donc la situation est contrastée entre pays. Mais les forêts françaises capitalisent, elles capitalisent par les surfaces, elles capitalisent par le fait que l'accroissement biologique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, est plus grand aujourd'hui qu'il n'a jamais été, en valeur unitaire, en mètres cubes par hectare et par an, si on parle en ces termes-là. Par le fait aussi que nous exploitons, nous retirons moins des forêts qu'elles ne produisent biologiquement, et donc on est dans une situation de capitalisation. Situation qui à certains égards est favorable, parce que les forêts françaises sont des forêts qui sont encore des forêts qui sont relativement jeunes pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais donc cette question que j'évoquais de faut-il passer à une sylviculture qui soit plus, entre guillemets, plus extractive que la sylviculture actuelle, est une question qui est ouverte actuellement, parce que voilà, on se demande quel arbitrage devrait être fait entre, en gros, la filière et les productions, et puis d'autre part, entre le stockage de carbone. Juste pour vous dire que, au-delà du bois, il y a toute une série de produits qui sont en train d'émerger, et de nouveaux usages du bois. Vous avez ici le pavillon de la France à l'exposition universelle Milan 2015. C'est un pavillon qui sera tout en bois. Vous imaginez quand même que la mise en œuvre de ce pavillon, voilà, ça a demandé, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais ça demande un certain savoir-faire. On fait de plus en plus de bâtiments en bois. On sait aussi faire du bois avec des formes un peu particulières. Et puis on sait aussi, on commence à imaginer toute une série de nouveaux usages. Je parlais tout à l'heure de biocarburants de deuxième génération, mais on commence à imaginer des utilisations de la lignine pour faire autre chose que brûler, et puis utiliser des tanins pour d'autres choses, que, par exemple des mousses organiques solides. Voilà, je m'arrêterai là en disant que ça pose ça aussi toute une série d'autres questions qui portent plutôt pour le coup sur la formation du bois, sa déstructuration. Et puis je suis plutôt prêt à ce moment-là à répondre à vos questions parce que je crois qu'il faut qu'on arrive à respecter le temps de questions et de réponses. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va vous donner la parole, hein. Levez le bras pour les questions. Voilà, il y en a plein. Juste une que je voudrais vous poser, la surface boisée augmente en France, j'ai bien noté, mais on importe toujours autant, voire davantage de bois des pays nordiques, de l'Allemagne, de l'Autriche. Comment vous analysez cette situation qui est quand même un peu paradoxale? Alors c'est une situation qui est ancienne. Oui. C'est une situation qui a donné lieu à un nombre considérable de rapports. Je pense que depuis que j'ai été étudiant, j'ai vu des rapports successifs de parlementaires en mission auprès du gouvernement qui ont travaillé sur cette question. C'est dans une large mesure lié, donc ça n'est pas lié strictement au massif forestier en tant que tel, oui. C'est dans une large mesure lié au modèle économique, c'est ça, oui. Alors,
pour partie à la fragmentation des forêts françaises, c'est-à-dire qu'une large part de nos forêts sont des forêts possédées par... Il y a à peu près 4 millions de propriétaires forestiers en France. Donc il y a beaucoup de forêts de petite taille, de petite surface, ça ne facilite pas la mobilisation. Et donc si vous voulez créer une vraie filière, on parle souvent de filière bois, mais en fait il n'y a pas de filière bois. Pour que vous ayez une filière, et ça on connaît bien ça dans le monde agricole, il faut en gros qu'à un moment vous ayez une sorte de solidarité entre ceux qui sont les producteurs à l'amont et ceux qui transforment, et puis ceux qui distribuent à l'aval. Bon, cette solidarité n'est pas complètement assurée, et notamment cette solidarité, elle passe par le fait qu'à un moment on puisse contractualiser. Donc on n'a pas cette situation-là. Je sais que les gens de la filière en question font des efforts vers ça. Oui. Ça, c'est un sujet. Puis après, il y a une question d'appareil de production lui-même qui est souvent trop fragmenté. Nous avons, enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir fait des recherches sur comment optimiser le débit du bois en tête de scierie en utilisant des scanners et des outils de ce genre-là. Il n'y avait pas de scierie en France qui était susceptible d'utiliser un scanner parce qu'elle n'avait pas le débit qu'il fallait. Et il n'y avait pas non plus de constructeur en France de scanner qui était intéressé par l'agro, enfin, l'équipement. Voilà. C'est une marge de progrès importante. Hein, marge de progrès importante parce que le déficit est de plusieurs milliards d'euros de la balance commerciale française. Et puis le magnifique pavillon français à Milan le montre. On peut faire plein de choses avec du bois, y compris des constructions de plusieurs étages. Il y a des immeubles qui sont construits aujourd'hui avec du bois. Une question ici, puis après là. Allez-y, allez-y. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Où est-ce qu'on en est des recherches en génétique, en organismes génétiquement modifiés pour créer des plantes et des forêts qui seraient adaptées au réchauffement climatique et à la fixation du carbone? Alors, les arbres, d'abord, sur les arbres qui seraient génétiquement modifiés, il y a une dimension culturelle chaque fois qu'on parle d'OGM, enfin culturelle, sociale, qui est évidente. Dans un cas, c'est la nourriture, l'alimentation. Dans le cas des forêts, il y a une dimension symbolique qui n'est pas négligeable. Hein. J'évoquais tout à l'heure le texte de Vico, mais donc sur les forêts, qui dit arbre génétiquement modifié dira sans doute dimension voilà, un peu spirituelle à certains égards. Hein, et l'idée qu'on modifie la nature sera sans doute assez présente. Ça n'empêche pas qu'il y ait un certain nombre de travaux qui ont été menés sur des arbres génétiquement modifiés dans différents pays, par des entreprises privées par ailleurs. Alors après, est-ce que des arbres génétiquement modifiés seraient une bonne façon de travailler pour la tolérance à la sécheresse, par exemple? J'en doute, spontanément. Mais je n'en doute pas parce que ce serait des OGM. Vous avez fait un heureux, au moins. Je n'en doute pas parce que ce serait des OGM. J'en doute parce que ce qui régule la tolérance à la sécheresse est contrôlé par un très grand nombre de gènes. Et que ce très grand nombre de gènes, à effet partiel probablement, fait qu'il est peu probable que cette technologie-là soit la mieux adaptée sur ce trait particulier. Donc, qu'on comprenne bien ce sur quoi je me suis exprimé sur la question, est-ce que ça va permettre de faire une plante qui soit tolérante à la sécheresse? Je suis un peu dubitatif par rapport à l'état des connaissances dans ce domaine. Des travaux sont actuellement menés sur des plantes génétiquement modifiées tolérantes, des maïs par exemple tolérantes à la sécheresse. Je sais que certaines grandes entreprises annoncent que des variétés OGM dans peu de temps. Les chercheurs, celui qui a eu le laurier de l'INRA l'année dernière, qui est un spécialiste de cette question-là, trouvent que c'est intéressant de réfléchir à ce sujet, mais reste profondément dubitatif. Il a même fait une double page sur ce sujet. Par contre, pour d'autres traits, parce que vous ne m'avez pas posé la question pour d'autres traits, il est possible que pour d'autres traits, par exemple, s'il y avait à un moment ou un autre une maladie particulière et qui soit sous le contrôle d'un petit nombre de gènes, ça puisse être une solution. Donc n'interprétez pas ce que j'ai dit comme étant a priori c'est toujours bien ou toujours mal, mais à mon avis en termes de traits, voilà, la tolérance à la sécheresse c'est trop multifactoriel, c'est trop complexe pour qu'aujourd'hui ça ait une quelconque espèce d'intérêt. Il vaut mieux faire l'approche qu'ont choisi mes collègues que j'évoquais tout à l'heure sur le plan maritime, de regarder de façon massive quel est l'ensemble des gènes et puis d'essayer de voir s'il n'y a pas des variétés qui pourraient être adaptées. Voilà, une question ici. Qu'en est-il de la barrière verte qui a été faite au sud du Sahel, où on a sélectionné, je crois, des espèces particulièrement résistantes à la sécheresse?
Et qui devait relier l'ouest à l'est de l'Afrique. Oui, voilà. Je vais vous avouer simplement que je sais que la barrière verte existe, je sais qu'il y a un projet, je sais que nos collègues, notamment je crois de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, dont le directeur général délégué était là tout à l'heure, Oui. Jean-Marc Châtaignier, je sais qu'ils travaillent sur ce sujet. Pour ce qui me concerne, moi je pourrais pas vous apporter de réponse pertinente. Je peux essayer de la trouver, mais je ne peux pas vous l'apporter là. Une autre question? À ma connaissance, la majeure partie de l'électricité de la Suède est produite à partir de la biomasse. C'est-à-dire que la Suède brûle ses forêts, laquelle est régénérée avec régularité. Est-ce qu'on connaît avec précision le bilan CO2 de cette opération? Il y a beaucoup d'hydraulique en Suède aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit majoritaire du tout. Je ne suis pas certain de connaître le bilan CO2, donc je ne vais pas vous répondre. Par contre, on voit bien que dans les pays scandinaves, c'était un point que je voulais évoquer, mais j'avais préparé trop de choses. Dans les pays scandinaves, ils ont très tôt démarré des travaux sur la soutenabilité de ces systèmes. Parce que quand vous commencez à brûler la forêt, on a l'habitude, j'ai évoqué tout à l'heure, on brûle du bois pour se nourrir. Mais quand vous commencez à brûler de la biomasse à échelle industrielle, vous ne brûlez pas que les troncs. Vous avez tendance à brûler aussi toutes les petites branches, les ramilles. Vous ne laissez donc plus de biomasse au sol après l'exploitation forestière. Or, cette biomasse, en général, cette biomasse, c'est de la matière organique qui va revenir pour remettre du carbone dans les sols forestiers et toute une série d'éléments minéraux. Donc, quand vous commencez à avoir une exploitation qui est massive ou généralisée, systématique, de la totalité, vous exportez toute une série d'éléments minéraux dont... Alors, il y a des gens, je ne sais pas si Daniel Nahon est là dans la salle actuellement, mais tous les gens qui viennent des géosciences savent à peu près le temps qu'il faut pour arriver à former un sol et à générer les éléments minéraux, mais les constantes de temps ne vont pas être tout à fait les mêmes. Et donc, il y a une question de durabilité qui est une question majeure qui est posée. Alors, moi, je ne l'ai pas sous l'angle du bilan CO2, mais je la vois bien sous cet angle-là. Et on sait par exemple que tous les systèmes de taillis à très courte rotation, qui peuvent être intéressants, ne peuvent sans doute l'être dans la durée que si on est capable d'assurer une forme de retour. Alors, par exemple, les Scandinaves se posent la question du retour des cendres, puisque derrière, il y a des cendres, et dans les cendres, on ne ramènera peut-être pas de matière organique, mais on va en tout cas ramener les éléments minéraux qui sont indispensables. Voilà. Réponse qui vous donne satisfaction. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François Houillet. Je vais inviter Evelyne Ayer à me rejoindre. Le temps de vous dire qu'après cette intervention, il y aura une petite